Tu bluffes, Martini. Seulement que tu parles comme ça. Y a quoi de bien? Les films à ne pas rater, les séries à binge-watcher, on vous dit tout des incontournables du moment. C'est cela, oui. It's gonna be legendary. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial de la saison 1 de Y'a quoi de bien, notre podcast halluciné concocté par les êtres humains de la rédaction, car oui, ils existent, ils ont un petit cœur qui bat, et ils ont plein de films et de séries à vous conseiller. Fin d'année oblige, nous allons vous dévoiler nos top séries 2019, d'abord notre classement des 10 meilleures nouvelles saisons, puis notre classement des 10 meilleures nouvelles séries. Entre les deux, on évoquera notre flop 5 de ce qu'on a vu de pire à la télé cette année, et à la toute fin, on vous dévoilera les séries de la décennie qui vient de s'écouler et qui nous ont le plus marqué. Je suis Jean-Maxime Renaud et j'ai autour de moi 5 éminents membres de la rédaction qui ont passé l'année à binge-watcher comme des tarés, par ordre alphabétique pour ne pas faire de jaloux, Mégane Choquet, Salut. Thomas Desroches, Hello. dont c'est la première, Jérémy Dunant, Salut. Julia Fernandez Salut. et Vincent Formica. Salut. Merci à tous d'être ici, alors on démarre sans plus attendre avec le top 2019 des nouvelles saisons. À la place numéro 10, la comédie britannique The End of the Fucking World qui a réussi son pari, proposer une saison 2 de qualité alors qu'à la base on n'en voulait même pas. Mégane, c'est l'un de tes gros coups de cœur. Effectivement, et comme tu disais, la saison 1 se suffisait à elle-même et pourtant, ils ont réussi à apporter une saison 2 qui a pris une direction assez maligne et surtout très émouvante parce qu'elle a exploré les psychoses de James et surtout les traumatismes d'Alyssa, c'est vraiment très important. Surtout que cette saison 2, elle s'inscrit vraiment dans une mouvance de séries qui ont traité des traumatismes, surtout d'agressions sexuelles cette année, comme je pense à Unbelievable par exemple. Dont on reparlera peut-être. Dont on reparlera sûrement. Et du coup, oui, c'était un vrai plaisir de retrouver cette série. La saison 2 se justifie, clairement. Tout est bien, le duo James-Alyssa fonctionne toujours aussi bien. Donc oui, pardon, je spoil, mais il n'est pas mort. Et il y a un nouveau personnage aussi. Il y a un nouveau personnage aussi qui est très intéressant et qui permet aussi à James et Alyssa de se reconstruire après tous les événements qu'ils ont vécus dans la première saison. Et du coup, ces nouveaux épisodes apportent une très très belle conclusion tout en mélancolie et en poésie à ce tandem qui rappelle un peu Bonnie and Clyde. Donc évidemment, vous pouvez rattraper les 2 saisons sur Netflix. En 9e position, une série française, et c'est à souligner car spoiler alert, c'est la seule de ce top, une petite pensée pour les sauvages, la série Canal+, qui n'est pas passée loin du top. Il s'agit donc de Scam France, saison 3 et 4, puisqu'on a eu droit à une double dose en 2019. Jérémy, Scam, c'est ta cam. Oui, beaucoup. C'est vrai que sur le papier, adapter la série Phénomène Scam, la série norvégienne, c'était un peu casse-gueule, surtout que les scénaristes ont fait le choix d'un copier-coller des séquences et des dialogues, ce qui peut être un peu gênant quand on a vu la série originale. Et finalement, je trouve que la série s'est vite révélée addictive si on n'avait pas vu le Scam norvégien. Et après des saisons 1 et 2 qui étaient bonnes, mais pas plus que ça, les saisons 3 et 4 ont vraiment, je trouve, élevé le niveau en s'intéressant à Luca et Iman, donc 2 des 4 personnages principaux, et en traitant de plusieurs thématiques vachement importantes comme l'homosexualité, le racisme, la religion, l'appartenance, et en englobant tout ça dans des histoires d'amour hyper puissantes. Et au final, c'est vrai que j'ai souvent pleuré devant ces 2 saisons, surtout la 3e. Et aussi, je pense que le succès de Scam, qui est donc vraiment devenu un phénomène en France grâce à ces 2 saisons, on le doit beaucoup aussi à ses interprètes, notamment Assasila, Axel Orion et Maxence Danet-Fauvel, qui sont vraiment remarquables dans ces 2 saisons. Et on a hâte de voir la suite, qui pour le coup prendra la forme de saisons totalement originales, qui arriveront normalement au courant du premier trimestre sur France TV/. À la 8e place, une vétérante qui a toujours une belle place dans nos cœurs, cette chère Grey's Anatomy. Précision, c'est la saison 16 qui est en diffusion actuellement, mais c'est la saison 15 que nous récompensons. Eh oui, c'est encore moi. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que Grey's Anatomy peut quand même se targuer d'être une des seules séries qui a réussi à rester constante, on peut dire, sur 15 saisons, contrairement à Urgence, qui à la fin de sa vie était quand même plus que l'ombre d'elle-même, on peut le dire quand même. Je trouve que cette saison 15 est peut-être l'une des meilleures qu'on a eues ces dernières années, notamment grâce à la showrunneuse Krista Vernoff qui a insufflé beaucoup de nouvelles choses dans Grey's Anatomy. Et en fait, cette saison était présentée comme la saison de l'amour. On a eu le droit à de nouvelles relations hyper fortes, notamment, je spoil un peu, mais Meredith DeLuca, Nico Schmidt et Amelia Link. Et aussi à des épisodes hyper forts, je pense à celui de la tempête, à celui où Amelia va dans sa famille, on découvre un peu notamment une de ses sœurs qu'on n'avait jamais vue, le 332e épisode qui était l'épisode record, puisque donc Grey's Anatomy est devenue la série médicale de prime time la plus longue de l'histoire, et
l'épisode le plus puissant de la saison, peut-être même le plus puissant de toute la série, qui s'intéressait aux violences faites aux femmes et au consentement, et qui était totalement bouleversant et a aussi lancé un arc très intéressant autour du personnage de Joe. Donc je trouve vraiment que c'est une saison qui était quasi un sans faute. Le problème, c'est qu'après, il y a eu la saison 16 qui est en cours de diffusion actuellement, qui est dispo en France sur MyTF1 VOD, et qui pour l'instant est pas vraiment au niveau, je trouve. Mais bon, on a vu qu'une moitié de saison, donc peut-être qu'un miracle va arriver. En tout cas, la fin de la première partie de la saison 16 est prometteuse pour la suite, donc on peut espérer éventuellement la retrouver dans notre classement l'année prochaine. En 7e position, une série qui a fait ses adieux cette année après 7 saisons, une série qui a grandement participé au succès de Netflix, c'est Orange is the New Black. Oui, toute dernière saison d'Orange is the New Black qui pour moi est réussie parce que elle a corrigé les défauts en fait de ces dernières saisons en se recentrant vraiment sur ses personnages principaux et en leur apportant des conclusions satisfaisantes. C'est vrai que dans cette saison, Piper, elle a réussi à sortir de prison. Elle a une sortie anticipée. Et c'était un peu devenu le personnage détestable de la série, un peu la Ted Mosby dans How I Met. Et là, on la redécouvre sous un nouveau jour et elle est beaucoup plus attachante qu'avant. Donc tant mieux pour ça. Et tous les autres personnages ont droit, qui malheureusement restent encore en prison à Litchfield, ont droit à de très beaux flashbacks, très très émouvants et qui apportent vraiment la bonne touche qu'il fallait pour cette fin de série. Et j'ai l'impression que c'est un peu la fin d'une ère pour Netflix, parce que maintenant Netflix est une vieille plateforme maintenant et elle va faire face à de grands concurrents dans les prochains mois. Et du coup, c'est un peu la fin d'une ère pour Netflix et avec cette fin d'Orange is the New Black. À la 6e place, on reste chez Netflix, mais on quitte les États-Unis pour l'Allemagne. C'est la saison 2 de Dark qui nous a emballés. Julia, tu fais partie de ceux qui ont aimé et surtout qui ont compris cette saison 2. Donc déjà, bravo. Merci. Oui, effectivement, c'était pas évident de raccrocher les wagons de la saison 1 presque 2 ans après sa mise en ligne sur Netflix. Donc, malgré le récap de Netflix en introduction. Donc on est toujours dans une histoire très complexe de personnages coincés entre le passé, le futur, un présent qui est instable et donc un héros, Jonas, qui tente d'empêcher le pire de se produire. Alors c'est toujours aussi beau et vertigineux malgré un rythme un peu lent et un côté un peu contemplatif parfois. On reste sur un twist final qui nous captive et nous permet d'étendre l'univers de la série. Donc on sent que ça peut aller très très loin. On explore à fond la notion de boucle temporelle où le passé influence le présent, le futur aussi. Et on aime en fait, on se balade vraiment dans la chronologie mais sans jamais se perdre. Et c'est vraiment la force de la série. Pour moi, le plus fascinant, c'est vraiment son esthétique, que ce soit son générique kaléidoscopique, ou le soin accordé au casting des acteurs, que ce soit dans leur version jeune ou leur version adulte. On a vraiment affaire à des quasi-sosies. C'est hyper perturbant. Et vraiment, ça donne envie de découvrir plus de séries allemandes. C'est une vraie bouffée d'air frais sur Netflix, je trouve. Même en termes de séries européennes, c'est du jamais vu. Donc voilà, j'ai hâte de voir la suite. Ouais, la saison 3 qui sera d'ailleurs la dernière l'année prochaine sur Netflix. Ouais. Et il me semble que le tournage est terminé de cette 3e saison de Dark, donc on a hâte. On arrive déjà dans la 2e moitié du classement avec la 5e place qui est occupée par une série animée, la première partie de la 6e et dernière saison de BoJack Horseman. Oui, donc c'est vraiment la fin des premières séries pour Netflix. Après Orange is the New Black, c'est BoJack Horseman à qui on doit malheureusement faire ses adieux. Pour moi, c'est l'une des meilleures séries estampillées Netflix, une série d'animation d'une très grande qualité que l'on doit à Raphaël Bob Waksberg, qui est vraiment un génie parce qu'il s'est inspiré vraiment de sa propre histoire à Hollywood pour créer ce personnage de BoJack Horseman, un personnage totalement névrosé, mais qui apporte vraiment de grandes pistes de réflexion sur notre société en tant que telle. Et dans cette toute dernière saison, qui sera donc effectivement, comme tu l'as dit, en 2 parties, BoJack, il est en cure de désintox. Et là, c'est vraiment la saison de la remise en question. Et elle arrive vachement bien, en tout cas dans sa première partie, à s'inscrire dans cette ère post-MeToo, en fait, parce que BoJack a des comportements vraiment très problématiques, surtout envers la gente féminine.
Et là, il se remet enfin en question. Voilà, ça fait 6 saisons, on attendait ça, et enfin il se remet en question, enfin il change de comportement, et même tous ceux qui gravitent autour de lui aussi se remettent en question. Donc c'est vraiment super intéressant. Et donc on a hâte de découvrir la deuxième partie qui sera le 31 janvier sur Netflix. Et en même temps, un petit peu triste parce que du coup, il faudra dire au revoir à cette superbe série. Donc voilà. Pour moi, c'est un peu la symbiose et la fin des séries de anti-héros, parce que vraiment, cette première partie de saison, elle s'achève sur une note glaçante qui montre que non, c'est pas cool d'être un anti-héros, c'est pas cool d'avoir un comportement destructeur, ça a des conséquences. Et vraiment, là, c'est l'heure pour BoJack d'en payer le prix fort, et c'est vraiment très cool de finir là-dessus. Très culotté. En 4e place, une saison 2 que l'on a attendue longtemps, très longtemps, trop longtemps peut-être, celle de Mindhunter. C'est toi, Vincent, qui nous en parle. Bah oui, on a attendu vraiment longtemps cette saison 2 parce qu'on sait que David Fincher, il aime prendre son temps avant de peaufiner cette série qui est pour moi la plus grande série qui a comme sujet les serial killers. Et notamment, donc la série raconte, pour ceux qui savent pas, l'histoire de deux agents du FBI qui ont créé la première cellule d'étude du comportement des serial killers. Et dans cette saison 2, en fait, elle va se focaliser sur les meurtres d'Atlanta qui ont été commis par un certain Wayne Williams entre 79 et 81. Il a été condamné pour 2 assassinats, mais il est soupçonné d'avoir tué un grand nombre d'enfants. Et cette saison 2 se concentre sur ça. Avec un fil rouge, c'est un peu le fil rouge de la saison, mais la saison reprend est aussi vachement centrée sur les personnages, beaucoup plus que dans la saison 1. Et c'est ce qui est cool, c'est que on approfondit beaucoup, notamment un des personnages un des enquêteurs, notamment notamment du côté de sa famille, etc. Et ça, c'est vachement cool. Je pense que ceux qui ont vu, si vous avez vu aussi cette saison, vous allez être d'accord. Et c'est aussi bien que la saison 1, je trouve. On reste vraiment focalisé sur l'enquête. Et il y a pas vraiment, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'à côté, on s'ennuie vraiment pas dans cette série et on est captivé, tous ceux qui adorent aussi il y a une espèce aussi de fascination pour la figure du tueur en série et des enquêtes. Et avec ça, on se régale. C'est juste exceptionnel. Donc ça mérite vraiment sa place dans ce top-là. Même, je pensais que ça serait même plus haut. C'est déjà pas mal, la 4e place. C'est déjà pas mal. On ne sait pas encore s'il y aura une saison 3, ça n'a pas encore été annoncé, mais David Fincher est toujours très occupé. Donc, a priori, s'il y en a une, ce sera vraiment pas tout de suite. Ouais, mais on parlait de Bong Joon-ho pour réaliser un épisode ou des saisons, mais je crois que ça se fera pas. Non. Il était intéressé. Il était intéressé. C'est dommage. On entre maintenant dans le top 3, roulement de tambour imaginaire. En 3e place, nous avons la saison 2 de Killing Eve. Et c'est toi, Thomas, qui nous en parle. Ouais, ravi d'être dans le top 3 d'ailleurs. C'est une saison 2 qui commence exactement là où la saison 1 nous avait laissé. Et on continue toujours à creuser cette relation entre Eve et Villanelle qui constitue vraiment le nerf de la série. C'est une relation toxique et en même temps sulfureuse. Moi, je prends toujours autant de plaisir à suivre cette série. Malheureusement, je trouve que l'écriture est moins efficace que la première saison. Je ne sais pas si c'est un lien avec le changement. Je sais que Phoebe Waller-Bridge avait écrit la moitié de la première saison. Là, elle est totalement, elle est plus dans l'écriture des épisodes. C'est Emerald Fennell qui la remplace. Donc je sais pas si c'est un lien avec ça, mais il n'empêche que la série reste très efficace. Et au niveau du casting, Sandra Oh est superbe, mais pour moi, c'est Jodie Comer, je la trouve magistrale. Vraiment, pour moi, ça a été vraiment une révélation lors de la première saison. D'ailleurs, je trouve qu'elle n'a pas volé ses nominations au Golden Globe, au Screen Actor Guild et au Critics' Choice. J'ai hâte de voir la suite de sa carrière, mais aussi la suite, la 3e saison avec Camille Cotin. Ça, je suis vraiment heureux qu'elle soit parmi le casting. J'espère qu'elle sera pas juste une victime de Villanelle. Et j'espère que moi, j'aimerais bien qu'elle intègre un peu le duo, que le duo devienne un trio. Ça serait super parce que je pense que Camille Cotin a justement ce côté humour noir et cette sasse, on va dire. Et donc voilà, j'ai hâte de voir la saison 3 et voilà. À la 2e place, une série dont on a pleuré l'arrêt brutal, on ne s'en est toujours pas vraiment remis, c'est la grande The O.A. Décidément, je m'occupe que des séries annulées, donc voilà. C'est très triste tout ça, effectivement. Je fais partie des fans en pleurs avec toi qui déplorent vraiment l'annulation de cette série parce que c'est vraiment un bijou, en fait, cette série que nous a offert Brit Marling et Zalba de Montglige. Franchement,
c'est une expérience en fait. C'est vraiment une expérience. C'est un truc très sensoriel, complètement psychédélique, parce que quand même, on suit une meuf qui part dans un délire interdimensionnel pour essayer de retrouver, enfin de comprendre ce qui lui est arrivé et la vérité sur son passé, quoi. Et Avec des pieuvres géantes. Avec des pieuvres géantes, des couloirs en néon, du code informatique, des jeux. Enfin, c'est incroyable. C'est vraiment une série expérimentale qui malheureusement s'arrête. La saison 2 qu'on avait attendue assez longtemps aussi, pour moi, elle est jouissive parce qu'elle arrive à t'apporter des réponses qui étaient essentielles et en même temps, elle te pose 3000 questions. C'est un peu dans le même style que Dark. Tu te poses 3000 questions à chaque fois devant cette série. Mais c'est jouissif. Et elle a une fin... une fin Maintenant totalement qu'on sait méta. que c'est la fin de la série, Ouais. bon, bah, ça passe du coup. Oui. Ça passe, mais c'est vrai que c'est une idée géniale. On Bah, peut pas trop. j'aurais adoré qu'ils arrivent à développer cette idée parce que c'est totalement méta et la fin aurait été. Ouais, je sais pas dans quelle direction ils auraient pu partir, surtout qu'en plus de ce que j'ai cru comprendre, ils avaient un plan sur 5 saisons. Ouais. Donc c'est d'autant plus rageant quand tu sais qu'il y avait vraiment de l'idée derrière. Parce que c'est aussi ça la force de cette série, c'est qu'il y avait autant de qualité d'écriture que de qualité visuelle. La série est magnifique. Et c'est vraiment dommage de pas avoir puis découvrir la suite, quoi. Donc on lui dit tristement au revoir. Ça ne servira plus à rien, mais vous pouvez toujours la regarder sur Netflix. Elle est toujours disponible, éternellement. Et puis on ne sait jamais s'il y a tout à coup plein de gens qui se mettent à la regarder. Qui sait. Ça fait un peu l'effet Sense8 en fait. C'est ça qui est dommage. Ouais. C'est des grandes séries comme ça. Et Sense8 a eu un téléfilm de conclusion Oui. que The OA n'a pas eu. Non. À la première place, la nouvelle meilleure saison de l'année 2019 est attribuée à la deuxième et dernière saison de Fleabag. C'est donc un beau doublé pour la scénariste Phoebe Waller-Bridge avec déjà Killing Eve. Oui, elle mérite toutes les récompenses du monde et de truster tous les classements. Je lui donne mon cœur. Donc pour la resituer, Fleabag, c'était donc un personnage de femme complètement autodestructeur qui se réfugiait dans le sexe et le sarcasme pour cacher son mal-être. Donc là, dans cette saison 2, elle va mieux. Elle prend de la distance avec sa famille un peu toxique et elle travaille sur elle-même. Et elle tombe amoureuse d'un prêtre, ce qui est juste complètement génial pour parler d'amour et d'amour de soi. C'est toujours aussi drôle et cru. Et quand je trouve que c'est un monument de féminisme et je pèse mes mots parce qu'elle réussit à parler aussi bien de sexualité que de sororité, de deuil, de parité et au final d'amour, avec tellement d'humour et de finesse qu'on en ressort vraiment bouleversé. C'est un petit bijou de télévision britannique dont on ressort vraiment grandi et qui nous apprend à nous aimer nous-mêmes. Et c'est un peu le principe de toute série réussie qui se respecte. Et donc comme elle est finie, elle va s'arrêter sur 2 saisons. Malheureusement, j'attends avec impatience la saison 3 de Killing Eve, dont parlait Thomas, et aussi sa prochaine série pour HBO, qui s'appellera Run. Donc voilà, on a hâte. Et, Elle a déjà sa place dans notre classement. elle a On l'a déjà pas vu, mais... sa place honorifique dans notre classement. Voilà. Ok, donc je vais vous rappeler le top 3 des meilleures nouvelles saisons. C'est Killing Eve en numéro 3, The OA en numéro 2 et Fleabag en numéro 1. Et comme promis, on va maintenant parler brièvement de notre flop 5, les 5 nouvelles séries ou nouvelles saisons qui nous ont le moins plu cette année. Ça, c'est la version diplomate. Disons plutôt les 5 séries qu'on a trouvées franchement mauvaises et qui nous ont fait perdre notre précieux temps. Elles ont d'ailleurs un point commun qu'on vous laissera deviner. En numéro 5, il s'agit de cette chère Riverdale saison 3. Riverdale, c'est toi Jérémy qui nous en parle et je tiens à préciser à nos auditeurs que tu as vu les 5 séries de ce classement. C'est toi notre champion des flops. Voilà, je perds toute crédibilité, merci. Oui, Riverdale, au début, on aimait plutôt bien ce mélange pas très fin entre Veronica Mars, Gossip Girl, Twin Peaks à la sauce ado. C'était pas génial, mais ça marchait un peu. Et la série, en fait, a jamais trop trouvé son identité, je pense, et elle s'est vite engouffrée dans un grand n'importe quoi, dont la saison 3 est quand même le paroxysme, on peut le dire. Puisqu'en fait, ça commençait plutôt bien, on avait une sorte de pseudo-intrigue à la Souviens-toi l'été dernier, où on pensait que les ados allaient payer pour les crimes de leurs parents, tout ça. Et en fait, non. En fait, on a eu droit au roi Gargouille, au 1000e retour du Blackwood, à Edgar Evernever, qu'on adore, et à Archie qui fait de la muscu en prison et qui ensuite se fait agresser par un ours. Et malgré ça, il survit. Voilà. C'est un peu le résumé de cette saison 3, qui nous fait quand même beaucoup rire à notre insu.
Et au final, je pense qu'aujourd'hui, enfin, je continue à la regarder, j'avoue, on en est à la saison 4, mais je crois qu'aujourd'hui, la seule chose que la série a à offrir, c'est les abdos de Keiji Apa. Qu'on a même vu au début de l'épisode hommage à Luc Perry. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça? Je ne sais pas. Donc voilà, la série, je pense, a plus grand chose à offrir, mais elle passionne quand même les gens, je ne sais pas pourquoi. Vous êtes tous d'accord sur Riverdale si vous l'avez vu? Mon Dieu que oui. À la place numéro 4, une série française qui nous avait amusé en saison 1, ému même, et puis on est tombé en désamour, c'est Planqueur, saison 2 donc. Oui, alors pour moi, c'est une déception que je dirais modérée. C'est pas totalement raté parce qu'on est quand même super content de retrouver cette bande de trentenaires totalement paumés, parisiens, aussi vite après la fin de la saison 1. Donc on remet des pantoufles agréables en se mettant devant. Les dialogues sont toujours efficaces, le charme des comédiens aussi, avec Zita Enro, Sabrina Ouazani et Joséphine Drey qui forment un trio vraiment sympathique, une belle bande de copines. Mais c'est vrai qu'une fois le concept de la saison 1 éventé et la surprise, le mensonge qui faisait tenir la saison 1 autour de l'escorte de Jules révélé. Le pute, voilà, pour ne pas le citer. La série a plus grand chose à raconter. Et du coup, ça tourne vite en rond. Beaucoup de gags reposent sur des quiproquos pas franchement réussis entre les personnages, entre Charlotte et Emily qui essayent de recaser Elsa avec son ex, et Elsa qui ment à ses copines et à son mec pour ne pas leur faire croire, pour ne pas qu'elles comprennent qu'elle s'est remis avec lui, qui n'assume pas. Au final, on se dit qu'on aurait très bien pu se limiter à une saison, peut-être un peu plus longue, avec cette conclusion-là. Et c'est vrai que on a l'impression qu'elle a un peu été écrite à la va-vite pour enchaîner un an après, et c'est un peu dommage. Mais après, Planqueur a le mérite d'exister parce qu'en France, on est quand même super à la bourre sur les sitcoms et encore plus dans le genre des comédies romantiques. Donc on s'en contentera pour l'instant. Mais pas de saison 3 s'il vous plaît. Pas de saison 3 a priori. Vu la conclusion, c'est pas plus mal. En numéro 3, une comédie franco-américaine autour d'une star de l'humour qui a été dans la tourmente cette année. On va lui mettre un dernier coup de pelle du coup, c'est Eugene France, la série avec Gad Elmaleh. Ouais, enfin un dernier coup de pelle, je vais quand même donner un peu de positif dans le truc. Jérémy parlait d'abdos, dans cette série il y a des abdos. C'est vrai. Donc ça peut être le positif. Et un autre petit point positif avant de les trier comme il faut, c'est que il y a une autodérision assez cool de la part de Gad Elmaleh en fait dans cette série. Et c'est ce qui m'a permis justement de continuer à voir tous les épisodes. Parce qu'on peut se dire pourquoi s'infliger des séries aussi mauvaises. En fait, il y a une autodérision et le fait que ça dure pas longtemps et que ce soit assez rythmé, ça nous stimule et on continue, on finit la série même si c'est vraiment pas terrible. Parce que c'est vraiment dommage parce que il y avait un gros potentiel, le fait qu'un comique français soit complètement inconnu aux USA, parce que c'est le pitch de la série. Le pitch de la série, c'est Gad Elmaleh qui va aux USA pour retrouver son fils, qu'il a pas vu depuis des années, qu'il a en quelque sorte abandonné, il veut un peu renouer des liens. Et il va se retrouver aux prises avec son fils qui est devenu un espèce de bodybuilder très avec un ego très surdimensionné pour être gentil. Et voilà, il va essayer de renouer avec eux. Bon, il y a beaucoup de gags, beaucoup de péripéties un peu tirées par les cheveux. C'est dommage parce qu'il y avait, on sent qu'il y a du potentiel, mais en fait tout fait un flop, c'est pas drôle. Les situations sont complètement absurdes. Au bout d'un moment, on commence à se dire c'est quand que ça fait rire parce que ouais, il y a des gags, il y a des tout ce qu'on voit un peu aussi dans les mauvaises comédies françaises où on voit le personnage dans des quiproquos totalement what the fuck. C'est vraiment dommage parce qu'il y avait de l'autodérision, ça pouvait faire un peu remonter la cote de Gad Elmaleh, mais je crois que ça sera pas le cas pour le moment et je sais même pas si sa cote va remonter un jour. La deuxième pire série de l'année, c'est The Order, dont vous n'avez peut-être même pas entendu parler, mais qui a ses fans malgré tout et qui reviendra pour une saison 2. Vous avez bien de la chance si vous n'en avez jamais entendu parler. Ce qu'on peut le dire, le ratage est quand même total. Sur le papier, pourtant, ça partait bien parce que c'est un mélange de loups-garous, de sorciers, de sociétés secrètes. Donc on se dit que les gens qui aiment Buffy, The Magicians ou Harry Potter vont adorer cette série. En fait, on est très très loin de ces exemples-là. En fait, c'est hyper brouillon, c'est cheap, c'est écrit à la truelle, c'est interprété par des gens qui n'ont aucun charisme, c'est stupide, les personnages sont cons, ne servent à rien. Voilà, c'est un résumé assez rapide de la série. Et en fait, je pense qu'on peut le dire qu'à côté, le Loup-garou du campus qui était diffusé sur France 2 au début des années 2000, c'est un chef-d'œuvre. Donc c'est pour vous dire à quel point ça ne va pas.
Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'une saison 2 a été commandée, a déjà été tournée, et va sûrement arriver peut-être au mois de mars, comme la saison 1 cette année, on ne sait pas. Voilà. À la première position, la pire série de l'année 2019 selon nous, c'est The Island. Et c'est vrai qu'il y avait du niveau. C'est ce que j'ai vu de plus mauvais cette année, vraiment. C'est ni fait ni à faire. C'était très dur de s'infliger cette série parce que en fait c'est une série de survival avec des gens qui essaient de s'en sortir sur une île déserte, donc c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus original, hein. Ça souffre, enfin la série pâtit totalement de ce qui a été fait avant, hein, de Lost, Hunger Games, The 100, là on est vraiment à des années-lumière, hein, parce qu'en plus de l'histoire qui est atroce, on est bombardé d'une musique digne de Koh-Lanta. Les acteurs sont extrêmement mauvais, mais j'ai jamais vu ça. Non, mais vraiment rien ne va parce que même les ficelles scénaristiques sont. Non, vraiment, j'arrive pas à même à faire des phrases. Pardon, hein, c'est un peu brouillon, mais parce que la série est elle-même très brouillonne et on sait pas dans quel sens ça part. On sait pas quel est le message de la série, il y en a aucun. Ça part dans tous les sens. Ils essaient de faire des twists et des rebondissements, ça ne fonctionne pas. Et alors les effets spéciaux, c'est vraiment une plaisanterie. Enfin, pour ceux qui étaient très déçus de la biche dans The Walking Dead, là c'est encore pire. Vraiment, on a atteint des sommets. Donc non, c'est vraiment la série la plus pourrie que j'ai vue cette année, vraiment. Voilà. Donc à fuir, éviter. Voilà. Pendant vos vacances de Noël, par exemple, si vous tombez sur la petite affichette qui a l'air sympathique, ne vous jetez pas dessus. Donc rappel du top flop, en numéro 3 on a Huge France, en numéro 2 The Order et en numéro 1 The Island. C'est fini les ratages, maintenant on va parler du top 2019 des nouvelles séries et là il y a du lourd. On démarre en numéro 10 avec la délicieuse et coquine série britannique Sex Education, emoji pêche, emoji aubergine, emoji cœur. Tout à fait. Donc Sex Education, donc, pour rappel, c'est l'histoire d'un jeune lycéen qui a quelques blocages, donc qui n'arrive pas à se masturber et qui va se retrouver à organiser par une série de quiproquos des consultations de sexothérapie clandestine dans son lycée avec Maeve, qui est donc une jeune fille rebelle qui se traîne une sale réputation au lycée. Et c'est vrai qu'en plus de cet humour trash britannique qu'on adore, il y a dans cette série une vraie galerie de personnages hyper attachantes et haute en couleurs, et un vrai discours pédagogique qui est pas du tout lourdingue pour le jeune public qui l'a forcément regardé et à qui elle s'adresse. On parle beaucoup de consentement, de désir, d'exploration des genres aussi. Enfin, beaucoup de choses qui sont souvent passées à la trappe dans les séries ados. Et là, c'est fait avec une vraie sincérité. Alors, c'est pas toujours glamour, mais c'est hyper drôle et touchant. Et mention spéciale à Gillian Anderson, donc, qui joue une sexologue New Age complètement déjantée et qui est merveilleuse, qui plane un peu sur la série. Et donc voilà, la saison 2 est imminente sur Netflix. Elle devrait pas tarder à tomber et on a hâte de les retrouver tous. À la place numéro 9, elle est toute récente, sa première saison vient de se terminer, elle nous a fascinés, c'est Watchmen, l'adaptation des comics qui était très attendue au tournant. Oui, et donc c'est une série qui est offerte par Damon Lindelof, et que je rappelle quand même, qui a fait Lost et The Leftovers. Donc niveau qualité, on sait à quoi s'attendre. Et donc il a réussi, je trouve, à trouver un bon équilibre entre le respect des comics, parce que la série se passe plusieurs années, enfin c'est une libre adaptation et en même temps ça se passe plusieurs années après la fin des comics, et vraiment apporter sa patte qu'il avait déjà montré dans ses précédentes séries. Et donc on suit ceux qui ont pu lire les comics ou qui ont déjà eu un aperçu d'une adaptation avec le film de Zack Snyder, merci beaucoup. J'avais son nom sur le bout de la langue. Donc voilà, c'est une nouvelle approche en fait de ces comics, et c'est vraiment réussi parce qu'il arrive à l'ancrer dans des problématiques de société vraiment intéressantes. Là, on part vraiment sur des problématiques qui touchent les États-Unis de plein fouet en ce moment, avec les questions de racisme, de place dans la société, etc. Et c'est vraiment très très intéressant et très important. Et Regina King est incroyable. Pour moi, elle porte la série, elle est au-dessus du lot et elle incarne vraiment cette rébellion et cette force très puissante.
Et on la suit pendant ces 9 épisodes vraiment limite amoureusement parce qu'on a envie qu'elle réussisse sa mission. Et là, tout est bien, que ce soit au niveau des dialogues, de la mise en scène surtout, c'est vraiment impressionnant. Et alors, je vous conseille vraiment de ne pas manquer l'épisode 6 qui est juste une leçon de mise en scène et d'écriture, c'est vraiment sublime. C'est pour moi l'un des meilleurs épisodes de cette année. Vraiment, de ce qu'on a pu voir à la télévision cette année, c'est un gros choc. Et de toute façon, faut quand même rappeler que c'est une série HBO, donc pour moi, à partir du moment où c'est une série HBO, c'est une série de qualité. Mais non, c'est vraiment une réussite. Et Damon Lindelof en fait, j'ai l'impression qu'il a créé un peu un triptyque sériel avec The Leftovers et Lost sur vraiment la question du temps, le thème du temps. C'est vraiment une problématique qui l'intéresse beaucoup et il arrive à retranscrire ça encore une nouvelle fois dans cette série. Et c'est vraiment une série immanquable. Et je suis un peu étonnée d'ailleurs qu'elle soit pas un peu plus haut dans le classement d'ailleurs. Je crois que tout le monde ne l'a pas encore vu. C'est possible. C'est peut-être pour ça. Moi, j'ai vu 3 épisodes et j'ai hâte de voir ce fameux épisode 6. Ouais, je sais, tout le monde le cise. Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment l'épisode le plus exceptionnel de l'histoire des séries. Bon, on verra, mais en tout cas, moi, comme tu dis, pour l'instant, j'ai vu 3 épisodes et en fait, je suis surpris par la cohérence de l'univers. Parce qu'on a beau ne pas connaître, moi je connais pas du tout les Watchmen, et je suis rentré dans l'univers hyper facilement. Ouais, t'as totalement raison, parce que Damon Lindelof, il a réussi à agripper à la fois les fans purs de comics ou ceux qui avaient vu le film avant, et ceux qui sont totalement novices sur cette histoire-là, en fait, et t'arrives à comprendre et t'arrives au fur et à mesure des épisodes, pas dès le début, mais t'arrives au fur et à mesure des épisodes à rattraper les wagons et à comprendre un petit peu les enjeux de Watchmen. Mais c'est bien un peu de mystère. Tout comprendre, c'est un peu nul. On parle beaucoup de l'épisode 6, mais l'épisode 8 aussi, il est très fort, un peu plus leftoveresque, si on peut dire, plus romantique. Et il est très très beau aussi. Donc on vous recommande de rattraper sur OCS Watchmen. La saison vient juste de se terminer. On ne sait pas s'il y en aura une deuxième. Damon Lindelof, pour le moment, a dit qu'il n'était pas forcément nécessaire d'en faire une. Et que peut-être s'il y en avait une, ce ne serait pas forcément avec lui. Mais nous, on espère quand même avoir une suite. Oui et non. Damon Lindelof a vraiment pensé la série sur une seule saison. Et quand on termine la série, on sent vraiment le sentiment du devoir accompli. Voilà, il y a un point A, il y a un point B. On a réussi à aller jusqu'au bout et à terminer l'histoire. Donc, et en même temps, c'est un univers tellement vaste qu'il y a plein de choses à faire aussi. Mais alors du coup, peut-être plus en anthologie, effectivement. En 8, place à la série horrifique de M. Night Shyamalan, Servante, qui nous a tous un peu surpris. On ne s'attendait pas forcément à ça. Ouais, moi je suis totalement d'accord. C'est vrai qu'on présente souvent la série comme la série de M. Night Shyamalan parce que c'est le nom le plus connu, mais il faut rendre à César ce qui est à César. C'est en fait une série qui a été créée et écrite par Tony Bascalop. Et donc, il a un nom pas facile. Non, c'est ça, il a un nom pas facile. Et puis bon, on le connaît. Enfin, il a travaillé sur 24 heures chrono, je crois. Ouais. Mais Night Shyamalan produit et réalise 2 épisodes sur 10, donc qui sont d'ailleurs les 2 meilleurs épisodes selon moi. Mais c'est vraiment une excellente série pour moi. Ça a été l'un de mes coups de cœur de l'année. Pour présenter très vite fait de quoi ça parle, en fait, c'est un huis clos en fait qui se passe dans un appartement très chic de Philadelphie, et c'est un couple qui engage une nouvelle nourrice pour leur enfant. Et donc cette nourrice est jouée par Neil Tiger-Free. On l'a vu dans Game of Thrones. Elle jouait Myrcella. Et donc en fait, ce bébé n'est pas un bébé comme les autres, puisque c'est une poupée reborn. En fait, ce qu'on appelle une poupée reborn, c'est des poupées très réalistes. Et donc voilà, c'est très, très étrange, on ne s'attend pas à ça. Et voilà, il y a beaucoup de plot twists, évidemment, c'est très Shyamalanesque, c'est un mot que j'ai inventé maintenant. C'est très sombre, très glauque, et en même temps, il y a pas mal d'humour noir. L'actrice principale, Lauren Ambrose, qu'on a tous adorée dans Six Feet Under, et moi je trouve qu'elle est géniale dans cette série. Et surtout, le format est très très addictif. En fait, c'est des épisodes de 30-35 minutes, donc ça se consomme vraiment bien. Et voilà, je trouve ça super. Et la fin, bon, elle n'est pas encore diffusée. La série s'arrête le 17 janvier, mais elle l'ouvre vraiment sur d'autres possibilités. Mais j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que nous réserve la suite, puisque la saison 2 a déjà été confirmée. Et il me semble que le tournage commence début janvier 2020. Donc je suppose que la saison 2 sortira en novembre 2020, comme la sortie de la première saison. Et donc voilà, si vous aimez Shyamalan, si vous aimez Rosemary's Baby, etc. Mais par contre, si vous avez pas d'enfant, c'est mieux, parce que ça peut être traumatisant.
Donc voilà, je conseille fortement. En 7e position, une surprise française, on ne l'attendait pas, on connaissait à peine son existence, elle nous a impressionnés, c'est L'Effondrement, une série Canal+. Ouais, c'est vrai. Alors là, j'enchaîne 2 coups de cœur à la suite, ça fait un peu beaucoup, mais c'est L'Effondrement, en fait, ça a été écrit et réalisé par le collectif français, donc Les Parasites. Donc c'est 3 jeunes réalisateurs, c'est Guillaume Desjardins, Jérémy Bernard et Bastien Huguetto, qu'on avait vu dans le film Dans la maison de François Ozon. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais il joue le fils du couple Denis Ménochet et Emmanuel Seigné, je crois. Et donc voilà, c'est créé par ces 3 jeunes hommes et c'est vraiment excellent. En fait, c'est des épisodes de entre 18 et 25 minutes qui racontent la chute en fait du système français, et on va dire la société française qui s'effondre en fait à travers plusieurs situations, plusieurs décors, à chaque fois des personnages différents. Et la particularité évidemment de cette série, c'est que c'est filmé en plan séquence, donc parfois c'est un seul plan séquence et parfois c'est plusieurs plans séquences qui sont raccordés dans le montage. Et c'est vraiment c'est excellent et c'est très anxiogène parce que forcément, bon, on n'est pas ici pour faire de la politique, mais il y a un lien à faire avec ce qui se passe aujourd'hui en France. On parle des disparités riches-pauvres, on parle du combat pour le climat. Et bon, voilà, il y a des parallèles qu'on est obligé de faire. Mais c'est très anxiogène et en même temps c'est très prenant, c'est très bien réalisé. On retrouve des acteurs connus comme Audrey Fleurot, Thibaut de Montalembert, Lubna Azabal qui était dans Incendie de Denis Villeneuve. Je trouve que le montage minimaliste donne vraiment une immersion totale. C'est presque une série réalité virtuelle. On a l'impression d'être avec les personnages et de les suivre partout. Et donc voilà, c'est très très fort. Et pour ceux qui veulent, voilà, si vous voulez la voir, je suppose que vous voulez la voir, c'est sur la chaîne YouTube. Ils en sortent une par mois. Et chaque épisode reste 3 mois sur la chaîne. Mais l'intégralité des épisodes sortira en novembre 2020. Mais bon, je suppose qu'il faut la regarder avant, quand même, on va pas attendre un an. Mais donc voilà. Avant que le vrai effondrement ait lieu et qu'on ne puisse plus la regarder. Voilà. Et d'ailleurs, je pense pas qu'il y aura une saison 2 parce que c'est pas trop. Enfin, je ne vois pas quelle suite on pourrait donner, mais je pense que ça peut. J'espère qu'ils reviendront pour un format un peu similaire et ça peut être hyper intéressant. Est-ce que tu as un épisode préféré dans ces 8 ? Mon épisode préféré, c'est la station-service. Ouais, je trouve. C'est pareil, c'est très crescendo. On commence avec une situation qui est un peu compliquée. Les gens viennent chercher de l'essence, il n'y en a plus, etc. Et en fait, tout se renverse et la violence éclate. Et ça montre vraiment les pires. Nos pires facettes en fait on est capable du pire comme la trahison et voilà chacun pour soi comme du meilleur la solidarité et dans cet épisode c'est vraiment chacun pour soi et c'est assez effrayant. Vous avez un épisode préféré? Je crois que Megan t'as aussi aimé la série. Oui, j'ai adoré la série et je rejoins totalement Thomas sur ce qu'il a dit sur l'effondrement. J'ai beaucoup aimé aussi l'épisode de la station-service, mais moi j'ai été plus touchée vraiment, enfin ce qui m'a crevé le cœur c'était l'épisode de l'hospice. Ouais. Qui est vraiment très triste et qui remet beaucoup de choses en question, et notamment sur les choix que tu peux faire en fait quand tu es obligé de survivre, et je trouve que cet épisode est super. Ça rejoint aussi un autre sujet d'actualité sur les EHPAD, etc. Enfin, c'est vraiment... Exactement. Donc elle est disponible sur Canal+ et sur YouTube. En 6e position, à égalité avec la 5e d'ailleurs, c'est une mini-série Netflix, la très marquante et très prenante Unbelievable. Ouais, c'est vraiment le mot, c'est adapté en fait d'un article qui a été écrit en 2015, c'est An Unbelievable Story of Rape, et donc ça a été primé par le prix Pulitzer, et ça raconte l'histoire en fait d'une jeune adolescente de 18 ans qui a une vie compliquée, qui a été de famille d'accueil en famille d'accueil, et qui est accusée par la police et par son entourage d'avoir menti sur un viol dont elle a été victime, et donc ça se passe en 2008 et 3 ans plus tard, en 2011, il y a 2 enquêtrices qui font une enquête sur une série de viols et qui, petit à petit, vont lier le témoignage de Marie à leur recherche à elle. Et donc tout va se rejoindre. Et c'est une série qui est très très forte, qui est encore une fois vraiment d'actualité. On parle beaucoup de la libération de la parole et des victimes, etc. Là, c'est vraiment une série qui est très très importante parce qu'elle permet de réhabiliter la parole des femmes ou des hommes qui ont été victimes d'harcèlement sexuel, d'abus sexuels, de viol. Et
c'est vraiment ça, je trouve que ça pose vraiment aussi des questions sur le système aussi judiciaire, les failles du système judiciaire et aussi comment on forme la police, les agents. Mais c'est pas une série qui pointe du doigt. On n'est pas là pour pointer du doigt. Là, on parle de faits. C'est une histoire vraie, mais c'est vraiment je trouve que c'est poignant et on vise juste quoi vraiment. Et en plus, les actrices. Donc il y a Toni Collette, franchement qu'on adore, donc qui joue l'une des deux détectives. Il y a Merritt Wever, on a vu très récemment dans Marriage Story. Elle était dans un rôle secondaire. Donc ça c'est pour les détectives. Et bien sûr il y a Caitlin Dever qui a été dans Booksmart de Olivia Wilde et dans Beautiful Boy avec Timothée Chalamet et qui est là et vraiment moi je trouve qu'elle est bouleversante. Elle est jamais dans le pathos. Elle donne, je trouve, un portrait d'une victime qui est vraiment saisissant. Et voilà, les 3 actrices sont nommées aux Golden Globes. Donc vraiment, la compétition, je trouve, dans les séries est assez rude, mais vraiment, je leur souhaite quand même vraiment le meilleur parce que c'est vraiment une série, je trouve, à voir et peut-être pas à mettre pour tout le monde. Ça peut dépendre du parcours de chacun, mais vraiment, c'est excellent. Autre mini-série en 5e position, absolument bouleversante dans le regard, When They See Us en VO, signée par la réalisatrice Ava DuVernay. Oui, on reste dans le joyeux. Moi, je pense que c'est ce que Netflix a offert de plus fort cette année. Du coup, c'est inspiré d'une histoire vraie. Je pense que c'est ça, en fait, le pire dans tout ça, c'est que c'est une histoire vraie. De l'affaire de la joggeuse de Central Park qui a vu 5 adolescents afro-américains et hispaniques être accusés à tort du viol d'une américaine blanche de 28 ans en 89. Donc à une époque où le racisme et les discriminations faisaient rage aux États-Unis. Et tout ça prend la forme d'une mini-série en 4 épisodes qui sont un peu comme une tragédie en 4 actes en fait, et qui relate ce fait divers saisissant de manière assez bouleversante. Je trouve qu'on ressort de là vachement tourneboulé, je sais pas si ça se dit. Non, je crois que ça se dit. Je trouve que notamment les séquences d'interrogatoire sont vraiment je trouve que c'est saisissant de réalisme. On n'est pas bien, on est bouleversé, et tout au long de la série on ressent vraiment, je trouve, la souffrance de ces jeunes et de ces familles. Moi, c'est ça qui m'a le plus marqué. Enfin, on est vraiment avec eux, on vit le truc. Et aussi, une des grandes forces de la série, c'est quand même son casting. Il y a Felicity Huffman, Vera Farmiga, Famke Janssen, Joshua Jackson, qu'on adore. Donc déjà, rien que pour ça, la série vaut le coup d'œil. Et en plus, elle est géniale. Et il y a aussi les ados. Tous les acteurs qui campent les ados, notamment Asante Black, qui incarne Kevin et qu'on peut voir actuellement dans la saison 4 de This Is Us, qui est vraiment très très bon. Donc je trouve que c'est une série vraiment importante, nécessaire, puissante, émouvante. Enfin, moi j'ai pleuré à plusieurs reprises. Le dernier épisode, faut le dire, il est quand même très dur, quoi. Ouais, c'est vrai. Et donc voilà, si vous ne l'avez pas vu, je pense qu'il faut vraiment pas passer à côté cette année. Ouais, par contre, je suis totalement d'accord avec ce que dit Jérémy, mais la série a totalement été boudée au Golden Globe. Enfin, il y a même pas, c'est genre les interprètes ont même pas une nomination. Moi, je trouve ça assez scandaleux, mais. Et pendant ce temps, Kit Harington, est nommé pour Game of Thrones, tout va bien. Oui, c'est ce qu'on appelle un lot de consolation. Quand même, la série avait eu quelques prix au Emmy il y a quelques mois. Oui, c'est vrai. Mais les Golden Globes, quand même, c'est important aussi. Et on entre dans les 4 dernières places avec en 4e, encore une mini-série, décidément, c'est Tchernobyl, diffusée sur HBO et chez nous sur OCS. Là encore, un succès incroyable qu'on n'avait pas vraiment vu venir. Ah oui, Megan, c'est HBO, donc c'est forcément de qualité. On est d'accord. D'accord. Et ce qui est bien avec Tchernobyl, c'est qu'on n'est pas obligé de pitcher. En fait, c'est Tchernobyl, on sait tout ce que c'est. Mais ce qui est bien avec cette série, c'est que ça nous remet en perspective ce qui aurait pu se passer si les Russes n'avaient pas n'avaient pas vraiment n'avaient pas réussi à arrêter cette machine infernale qui était le cœur du réacteur de Tchernobyl qui était en fusion. Et en 5 épisodes, je crois qu'il y en a 5 ou 6. 5 épisodes, je crois. C'est exceptionnel. C'est pour moi la meilleure série de l'année. Je pense que là, 4e, c'est vraiment pas assez. Il faut faire quelque chose. On peut pas la remettre en 1. Et non, c'est vraiment dingue. Et ce qui est marrant, c'est que c'est créé par le scénariste de Scary Movie 3 et 4 et de Very Bad Trip 3. Alors, dès qu'on voit ça, on se dit, mais voilà, ce mec, il fait la meilleure série de l'année. Et il sort de Scary Movie et de Very Bad Trip, donc c'est quelqu'un qui était plutôt dans la comédie. Donc c'est bien de voir que aussi, un créateur n'est pas forcément obligé d'être cantonné à un genre. Et en ce qui concerne Tchernobyl, c'est vraiment, j'ai jamais été autant pris au trip par une série depuis très longtemps. Donc il y a Stellan Skarsgård, il y a Gerard Harris qui sont exceptionnels.
Non, vraiment, c'est la plus grande série de l'année pour moi et je la recommande vivement si vous l'avez pas vue. C'est sur, c'est sur OCS et c'est du HBO, donc forcément, c'est cool. Et pourtant, il y en a 3 autres dans ce top qui ont Ouais, été encore meilleurs selon nous. C'est pas juste. Donc à la 3e place, c'est The Morning Show. Un gros cast, un gros bad buzz au lancement sur Apple TV+, mais une grande série au final. C'est toi, Jérémy, qui nous en parle. Et tout le monde s'en fout, mais c'est la série numéro 1 de mon top perso. C'est de ta faute si elle est à cette place. Oui, donc la série est portée par Jennifer Aniston qui fait son grand retour à la télévision et Reese Witherspoon. Et en gros, donc pour la pitcher rapidement, ça dresse le portrait sans concession d'une matinale de la télévision américaine à travers 2 animatrices qu'on suit, que sur le papier tous les opposent. Et finalement, elles cherchent toutes les deux à tirer leur épingle du jeu dans un univers sans pitié, celui de la télé. Et en toile de fond, on a aussi donc le fantôme et les conséquences du renvoi de l'animateur vedette du programme qui a été donc viré pour suite à des accusations de harcèlement sexuel. Et franchement, la série est passionnante et se révèle rapidement addictive. Je trouve qu'elle prend un peu son temps, c'est-à-dire que moi, les 2 premiers m'ont un peu moins passionné. Et je trouve qu'elle décolle vraiment à partir de l'épisode 3. Je trouve qu'elle fait des choix assez forts, parfois assez décontenançants aussi. On s'attend pas forcément toujours à ça. Elle a des choses à dire et elle le fait bien. Notamment, je trouve, sur le personnage de Steve Carell, donc le présentateur qui a été viré de l'émission. Ouais, on s'attend pas à ça. En fait, moi, je pensais qu'il allait être balayé assez rapidement et finalement, on le suit tout au long de la saison. Ce que ça raconte est intéressant. Ça démontre finalement, ça montre tout ce qui va pas dans les médias américains. Ça montre qu'il y a un patriarcat ambiant qui est là et qui est problématique et qui continue à être là en 2019. Et au final, ouais, je trouve que la série est hyper addictive. On est un peu entre le drama à la Aaron Sorkin et un vrai soap haut de gamme, savoureux. Ça fait du bien, les soaps, c'est bien. On le répète assez. Et ouais, tout au long, je trouve que tout au long des 10 épisodes, la série surprend. Il y a pas mal de twists. Il y a aussi des épisodes vraiment immanquables, notamment le 6e qui nous plonge en plein cœur des incendies en Californie et qui est vraiment génial. L'épisode 8 aussi, mais on peut pas trop en dire. Un flashback, un grand flashback. Ouais. Et au final, donc la série est très bien et en plus il y a quand même un casting de haut niveau puisque donc en plus d'Aniston qui finalement a parié sur le bon cheval pour revenir parce que vraiment elle a un super rôle. Il y a donc Reese Witherspoon, mais il y a aussi Mark Duplass qui pour moi trouve un de ses meilleurs rôles ici. Il y a Billy Crudup, Nestor Carbonell et alors faut que je le prononce bien, Gugu Mbatha-Raw qu'on adore et qui est vraiment excellente et voilà, et on a hâte de voir la saison 2 qui est commandée, qui arrivera je pense l'année prochaine, on espère. À la 2e position, retour sur HBO, c'est pour Megan ça, avec la série ado Euphoria, une petite dinguerie, on peut la résumer comme ça. On peut le dire comme ça, ouais. Alors, oubliez la génération Y, place à la génération Z, et pour moi, c'est vraiment la série de l'année sur cette génération. Alors, c'est une adaptation, c'est pas une série originale, d'une série israélienne du même nom, qui est orchestrée vraiment d'une main de maître par Sam Levinson, donc le showrunner, qui avant ça avait fait 2 films indés au cinéma qui sont un peu passés inaperçus, Another Happy Day et Assassination Nation, et qui est au passage le fils de Barry Levinson, et ça se voit. Il a vraiment mis toute sa mélancolie et ses angoisses dans ce petit bijou de noirceur sur l'adolescence d'aujourd'hui. Et donc la série prend la forme d'un récit choral avec comme fil conducteur le regard de Rue, qui est donc une jeune lycéenne avec des gros problèmes d'addiction, incarnée par Zendaya, qui prouve qu'elle a vraiment du talent avec un rôle assez sombre. Et sa vie va être bouleversée par sa rencontre avec Jules, qui est donc une fille transsexuelle, avec qui elle va développer une relation fusionnelle, et qui est jouée aussi par une actrice trans, Hunter Schafer, et pour moi c'est la révélation de la série, elle est vraiment incroyable. Et on va suivre en parallèle le parcours d'autres lycéens qui chacun vont incarner une des problématiques principales auxquelles sont confrontés les ados aujourd'hui, que ce soit le slut-shaming sur les réseaux sociaux ou l'hypersexualisation comme seul moyen de se sentir valorisée en tant que fille, et du côté des mecs, le culte de la performance comme seul moyen de réussite, et les conséquences terribles de la masculinité toxique aussi. Et donc c'est vraiment une série hypnotisante, sublime en termes de réalisation. Tout a quasiment été tourné en studio, avec une bande originale hyper envoûtante qui est composée par Labyrinth, un super artiste. Et vraiment, au bout de ces 8 heures de série, on a l'impression d'avoir vécu un vrai trip émotionnel, tout en se faisant beaucoup de soucis pour la génération qui arrive, qui est présentée comme complètement désabusée. Heureusement, la fin de saison est un peu plus optimiste et une saison 2 est prévue. Donc, elle délivrera un message peut-être un peu plus joyeux. Voilà. Tu
trouve vraiment que le final de Euphoria est optimiste. Alors, pas pour l'héroïne, enfin sans trop en dire, mais la plupart des personnages ont droit à une jolie conclusion et pas tous. Bon, je retire ce que j'ai dit. Vous verrez par vous-même. En même temps, ça n'a pas besoin de forcément se finir bien. Des séries très dramatiques et qui assument ça, c'est bien aussi. Et la meilleure nouvelle série de 2019 selon la rédaction d'Allociné, c'est Years and Years, la série britannique BBC, diffusée chez nous sur Canal+, qui nous a littéralement bouleversés, anéantis, choqués. Tout ça à la fois, c'est toi Mégane qui a l'honneur de nous en parler. Bah ouais, je pense que c'est la série vraiment coup de poing de l'année, qui nous a tous vraiment traumatisés. Vraiment, c'est un traumatisme cette série parce que je pense que si elle a autant fonctionné sur nous et sur les téléspectateurs, c'est parce qu'elle nous est vraiment proche. C'est une série britannique qui se passe très peu de temps après le Brexit. Enfin, c'est vraiment une série d'anticipation. Et donc on suit comme ça une famille, les Lions. Donc à ne pas confondre avec les Lions d'Empire, hein, ça n'a rien à voir, absolument rien à voir. Donc on suit cette famille en fait sur une période de 15 ans et on va comprendre avec eux les conséquences désastreuses de la politique d'extrême droite qui s'est instaurée au Royaume-Uni après ce Brexit. Ouais, ça te tord, ça te tend vraiment parce que c'est très réaliste en fait. Cette série est vraiment très réaliste parce que on peut pas deviner sous une atmosphère aussi tendue politiquement parlant quel comportement tu vas avoir, comment tu vas réagir, vers quel destin tu vas te tourner, avec qui tu vas t'associer. Enfin, tu peux pas savoir exactement comment tu vas réagir. Et c'est grâce à cette famille en fait que tu vois un peu les différentes actions, les différents comportements, les différents chemins que tu peux suivre. Et c'est vraiment bouleversant parce que d'un côté, t'as ceux qui sont comment dire, totalement séduits par cette nouvelle politique qui est incarnée par Vivienne Brooke, qui est dans la peau de cette politique, c'est la géniale Emma Thompson qui fait en même temps tellement rire et tellement peur. Elle est vraiment incroyable dans ce rôle. Et donc t'as des membres de cette famille qui sont séduits par son discours politique, son programme et qui ont envie de la suivre, voilà. Et t'as les autres membres de la famille qui eux sont totalement à l'inverse plus proches du peuple, à vouloir aider des migrants, à vouloir sauver sa famille, à vouloir défendre les libertés. Et c'est très bouleversant de voir vraiment cette confrontation familiale en fait, et t'as l'impression que c'est un repas de Noël qui vire au drame vraiment, parce que t'as vraiment tous les points de vue et c'est ça qui est super intéressant. C'est pas du tout une série manichéenne et au contraire elle explore vraiment les complexes, enfin les différents points de vue qui peuvent être très complexes. Et du coup, ouais, c'est vraiment une série coup de poing. Et alors, l'épisode 4 m'a totalement achevé. J'ai pas trop envie de spoiler, mais c'est vraiment un épisode qui fait vraiment monter les larmes et dont tu ressors absolument pas indemne. Et donc voilà, c'est vraiment la série coup de poing qui est proche de nous, qui aborde des sujets de société super importants. Et je pense qu'il marquera très très longtemps les esprits. Et qu'on va peut-être sortir dans quelques années en se disant ah bah ça c'est vraiment arrivé, ça aussi. C'est malheureusement fort possible. Ouais. Oui, justement, la force de la série, c'est que c'est pas de l'anticipation à la Black Mirror, c'est que ça parle d'aujourd'hui et ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Donc c'est maintenant, c'est tout de suite, et ça remet de l'humain là où on n'en voit plus parce qu'on est noyé en conséquence dans un flux d'informations qui fait qu'on déshumanise la crise des migrants, l'effondrement écologique. Et là, on fait un vrai examen de conscience en la regardant, et c'est sa force. Et c'est terrifiant aussi, mais nécessaire. Le discours notamment de la grand-mère dans le dernier épisode est très marquant. Voilà, alors on termine pas ce classement sur une note très positive, mais en même temps, c'était une année où il y a eu des séries vraiment affreuses, mais formidables. Donc on vous conseille évidemment les 3 premières de notre classement, mais toutes, Years and Years, The Morning Show, Tchernobyl, et dans leur regard, Unbelievable, toutes. Watchmen. Voilà donc nos top 2019, et comme promis, on va terminer par dire un petit mot chacun sur la série de la décennie selon nous, la plus chère à notre cœur en tout cas. Et on commence avec toi Vincent, tu vas nous parler de l'Attaque des Titans. Bah oui, parce que on manque un peu de séries animées dans ce top. C'est vrai. Et disons que je trouve ça assez honteux que l'Attaque des Titans ne soit pas dans un des tops, parce que on a eu la saison 3 cette année qui était pour moi une saison absolument exceptionnelle. Je trouve que cette série rassemble tout le meilleur de Game of Thrones et tout le meilleur de Walking Dead.
Je m'explique parce que l'histoire, c'est des personnes qui doivent survivre à l'attaque de titans géants, de zombies géants. C'est des zombies géants qui mangent des gens. Donc vous vous rendez compte un peu du truc. Si vous êtes confronté à déjà des zombies, c'est compliqué. Mais des zombies géants qui font, 40-50 mètres de haut, c'est assez dingue. Et j'ai rarement vu une série animée aussi bien écrite, avec des rebondissements incroyables. À chaque épisode, on est vraiment pris aux tripes. Il y a les scènes de combat sont incroyables. Les personnages ont une profondeur vraiment, vraiment dingue. Je conseille vraiment, même si vous n'êtes pas fan d'animation, de regarder cette série. Parce que ça va vous apporter vraiment, je pense, un peu une autre vision de tout ce qu'on peut voir dans les séries maintenant. C'est une originalité vraiment incroyable. Moi, ça m'a soufflé. C'est 20 minutes par épisode, donc ça va assez vite. Les saisons font une vingtaine d'épisodes, je crois. Et vraiment, c'est pour moi une série qui restera au panthéon des plus grandes séries de tous les temps. Mais il faut s'y intéresser parce que les fans d'animé la connaissent bien. Mais je pense que les fans de séries l'oublient un peu et oublient un peu le monde de l'animé japonais. Et il y a des chefs-d'œuvre et l'Attaque des Titans fait partie de ces chefs-d'œuvre que le Japon peut nous sortir de temps en temps. C'est disponible sur la plateforme Wakanim pour ceux qui veulent la voir. Ça vaut le coup de s'abonner parce que rien que pour cette série, vraiment allez-y, c'est légendaire. Vous allez vraiment pas vous ennuyer devant cette série. Jérémy, toi, tu vas nous parler d'une dramédie très représentative des années 2010, c'est Girls. Est-ce que j'ai le droit de dire qu'on m'a volé ma vraie série préférée de la décennie? Tu peux le dire, mais je ne sais pas qui est coupable. J'ai dû me rebattre sur une autre série. Oui, Girls, je pense que cette série, on l'adore ou on la déteste. Moi, je l'adore. Et surtout le personnage d'Anna, donc incarné par Lena Dunham, qui s'est quand même souvent confondu avec son personnage. Et c'était assez marrant, le côté je me revendique comme la voix d'une génération. C'est ce que dit Anna dans le premier épisode. Et je pense que Lena Dunham pense ça aussi d'elle, beaucoup. Et ce que j'adorais, c'est que ça dresse le portrait satirique des millennials d'aujourd'hui, des jeunes d'aujourd'hui, qui sont quand même montrés comme des feignants qui pensent que tout va leur tomber tout cuit dans les mains, qui ont pas trop envie de bosser, machin, qui sont très égocentriques. Et je sais pas, on a la preuve tous autour de cette table que ça n'est pas vrai. Et on adore ce groupe de 4 copines qui, est-ce qu'on peut un peu spoiler la fin? On peut peut-être se rendre compte qu'elles sont pas si copines que ça finalement. Et c'est un peu tout le long de la série, oui, en fait. Mais en fait, elles se rendent compte qu'à la fin, vraiment. Et je trouve que la série, c'est permis des choses, quoi. Il y a je trouve qu'il y a une liberté des corps, de la représentation, de ce que ça dit sur les femmes d'aujourd'hui, les jeunes femmes. Les personnages masculins étaient aussi intéressants, notamment le personnage d'Adam Driver. C'était aussi, on a reproché pas mal de choses à la série, mais je trouve que les personnages étaient quand même assez bien foutus, ça racontait des choses. Et Adam Driver est bien foutu d'ailleurs. Oui, il est bien foutu aussi. Et ouais, moi j'ai souvent beaucoup ri dans cette série. C'est vraiment j'étais un peu triste quand elle s'est arrêtée, même si pour moi le final est un peu raté. L'avant-dernier épisode ferait un très très bon final et le final est... Totalement d'accord. Mais toi, Julia, tu n'es pas d'accord? Pour moi, c'est un épilogue sur le passage à l'âge adulte et le fait que l'héroïne sorte un peu de son nombril et trouve peut-être un second souffle. Et c'était assez mélancolique comme fin, j'ai trouvé, et assez audacieux de sa part de pas s'arrêter sur un épisode choral et de transmettre quelque chose, de dire quelque chose sur ce que c'est que d'être adulte pour cette génération-là, justement. Et je crois qu'on retrouvera Lena Dunham en 2020 sur HBO avec une nouvelle série qui s'appelle Industry. Très différente a priori. Julia, toi tu vas nous parler d'un mastodonte de la décennie. On ne pouvait pas ne pas en parler, même si la dernière saison ne figure pas dans notre classement, elle n'a pas été aimée par tout le monde. C'est évidemment Game of Thrones. Alors évidemment, on ne peut pas parler de la décennie 2010 en série sans parler de Game of Thrones. C'est la série qui a achevé de démocratiser le genre serial auprès du grand public. Qui d'une part a fait monter en grade la télé de qualité dont tu parlais, Megan, que ce soit en termes de budget, de densité du récit, d'ambition visuelle, qui a un peu bousculé les clichés narratifs en menaçant constamment de tuer les personnages préférés du public, et qui a révélé toute une génération d'acteurs évidemment, mais surtout parce qu'elle a réussi à réintroduire une vraie temporalité dans le visionnage des épisodes, en pleine période de binge-watching, d'arrivée de Netflix, de Pic TV, de l'arrivée en masse des plateformes en général. Elle a réussi à vraiment réunir des groupes de téléspectateurs devant leur écran
en groupe ou pas, semaine après semaine, qui s'écharpaient ensuite à coups de théories et de spoilers les jours suivants, comme s'ils commentaient un match de foot en fait. Et alors même si beaucoup de gens, et j'en fais partie, ont trouvé la fin bâclée, malheureusement, c'était vraiment un événement de sériephile et ça marquera à jamais la décennie en matière de divertissement. Elle a mis tout le monde d'accord, je pense. On enchaîne avec toi, Thomas. Tu vas nous parler d'une série de Ryan Murphy qui était un peu complètement absent de nos classements, mais pourtant il a produit beaucoup de choses cette année. Tu vas nous parler de American Crime Story saison 2. Ouais, saison 2. En fait, la saison 1 était excellente, c'est sûr, mais moi j'ai vraiment adoré la saison 2. Donc c'est The Assassination of Gianni Versace, donc sur l'assassinat de Gianni Versace, donc le créateur. Et déjà, il y a le génie de Ryan Murphy, et la reconstitution des années 90, mais c'est aussi le discours, encore une fois, très social, très engagé. La première saison parlait de racisme, et là, on parle plus d'homophobie. Et il y a eu l'épisode 5 avec Finn Wittrock, c'est bien ça, qui s'appelle Don't Ask, Don't Tell. Donc en fait, ça parle de la doctrine dans l'armée américaine qui a été faite en 1993, je crois, et c'est sur ces militaires qui n'avaient pas le droit de révéler leur homosexualité. C'est un épisode qui est excellent et qui est vraiment bouleversant. Et moi, je trouve cette série, elle m'a vraiment bouleversé. Elle est sortie il y a 2 ans et j'y pense encore presque tous les jours. Mec, complètement. Mais c'est vrai. Et j'adore aussi surtout le parti pris qui est assumé. On parle de Gianni Versace, mais finalement la série choisit de s'attarder plus sur le tueur, donc Andrew Cunanan. Certains ont critiqué ce choix parce certains trouvent qu'on essaye d'humaniser le tueur. Moi, je trouve que voilà, c'est au choix de chacun de trouver si on l'humanise ou pas, mais je trouve que voilà, on rend aussi vraiment hommage aux autres victimes qui sont moins connues. Il y a eu plusieurs hommes et on en parle moins, mais il y a vraiment de belles scènes qui sont consacrées, des belles performances. Et voilà, c'est vraiment pour moi à rattraper absolument. Il y a aussi Judith Light dans un rôle de veuve qui est excellente. Et l'épisode est vraiment effrayant, c'est numéro 3 ou 4. Et voilà, c'est disponible dès le 18 janvier sur Netflix. Moi, je voulais que la série sorte en DVD ou en Blu-ray, mais bon, finalement, elle sera sur Netflix, c'est déjà pas mal. Donc, regardez-la si vous ne l'avez pas vue, c'est voilà, bouleversant. American Crime Story saison 2. Megan, toi, tu vas nous parler, il y a eu Game of Thrones dans cette décennie, il y a eu Breaking Bad, quoi. On en a énormément parlé. Oui, moi, je pense que c'était impossible de pas évoquer Breaking Bad. On parlait d'anti-héros tout à l'heure avec Julia. Et pour moi, Walter White / Heisenberg, c'est vraiment le personnage de anti-héros le plus représentatif en fait et qui a marqué vraiment cette décennie. Et surtout pour Bryan Cranston qui voit là son plus beau rôle après Hal dans Malcolm. On peut pas l'oublier non plus. Mais c'est vraiment un rôle de composition incroyable, tout en nuances. Très, très complexe parce que la série arrive autant à montrer ses fêlures et ses failles et toute sa remise en question qu'il a parfois seulement. Et vraiment les moments où il peut être dans la brutalité la plus pure et qui n'est même plus limite humain en fait et qu'il a que son objectif en tête. Et vraiment cette série de Vince Gilligan est incroyable tant sur les qualités d'écriture tant que sur la mise en scène. Et on a suivi pendant 5 saisons les aventures de ce prof de chimie qui est tombé malade et qui a dû se reconvertir dans la vente de meth avec un de ses anciens élèves qui est incarné par Aaron Paul, qui était vraiment aussi génial dans le rôle de Jesse Pinkman. Et c'est vraiment un tandem qui a marqué les années 2010. Il y a des épisodes qui ont vraiment marqué la décennie avec Breaking Bad. Moi, je repense, celui qui m'a vraiment le plus touchée, c'était avec Kristen Ritter, qu'on a revu après dans Jessica Jones, qui incarnait la petite copine de Jesse dans les premières saisons, et sa mort en fait par overdose et Walter White qui la laisse crever, mais ça fend le cœur, c'est vraiment horrible. Après, il y a d'autres épisodes aussi qui ont marqué, comme Ozymandias dans les dernières saisons, la dernière saison, pardon. L'épisode de la mouche aussi, qui est un épisode assez dingue, qu'on a très rarement vu à la télévision. Et ouais, pour moi, c'est vraiment une série qui a marqué son époque et qui a vraiment marqué les années 2010. Et la franchise se poursuit un peu sur la décennie suivante avec Better Call Saul. C'est vrai. Et aussi avec le film El Camino qui est sorti cette année sur Netflix et qui suit le parcours de Jesse après les événements de la saison 5.
Et pour terminer, en ce qui me concerne, je voulais vous parler de The Leftovers, qui est donc la série que j'ai volée à Jérémy. C'est bien de l'avouer. Voilà, mais en même temps, ça prouve que c'est une série très importante. On n'en a pas suffisamment parlé à mon goût pendant cette décennie. C'était la première série de Damon Lindelof après Lost. Elle a duré 3 saisons, 3 magnifiques saisons, absolument bouleversantes. Elle méritait, à mon avis, beaucoup plus de louanges parce qu'elle a une mise en scène, une écriture et des acteurs tous vraiment excellents. En tête, Justin Theroux, qu'on connaissait un peu, mais qu'on n'avait jamais vu dans un rôle aussi fort. Carrie Coon, qui était une vraie révélation, qui avait fait beaucoup de théâtre, mais qu'on avait peu vu à la télévision ou au cinéma. Et Amy Brenneman, qu'on savait déjà très bonne, mais qui avait peut-être trouvé là son meilleur rôle. C'est une série qui a traîné une réputation de série chiante. Et je tiens à le dire une dernière fois, ça n'est pas une série chiante. Il faut simplement un peu de temps peut-être avant de se plonger dedans et y trouver des choses qui nous intéressent. Mais une fois qu'on est vraiment dedans, elle est fascinante, elle est hypnotique parfois, philosophique, c'est un mot qui fait peur, mais en vrai, c'est pas si compliqué que ça. Et déprimante aussi parfois, mais là aussi, on a le droit de voir des séries déprimantes, on a le droit de trouver ça beau. Et d'être ému par tout ça et d'être marqué par ça. Voilà, il y a eu des épisodes super aussi d'anthologie, un peu comme dans Breaking Bad, des épisodes un peu à part comme ça, mais qui étaient vraiment super, comme International Assassin, dont on a beaucoup parlé, puis le final aussi. Autant sur Lost, le dernier épisode avait beaucoup divisé, autant je crois que le dernier épisode de The Leftovers, lui, a à peu près séduit tous les fans. Et puis évidemment la musique de Max Richter, magnifique, qui file des frissons et des larmes dès les premières notes. Et moi, j'avoue que j'ose même plus l'écouter. Dès que ça passe sur Spotify, je le vire direct parce que C'est sinon, devenu un traumatisme. voilà, c'est un bad trip direct. Donc The Leftovers, qui est, je pense, toujours disponible sur OCS. C'est la fin de cette émission spéciale. Merci à tous les 5 pour votre participation. Merci à l'ensemble de la rédaction qui a voté et qui a permis de classer toutes ces séries. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas à réagir sur ces classements et rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir notre top des meilleurs films de l'année 2019. Salut! Salut. N'hésitez pas à noter cette émission, à la partager et à en parler autour de vous. L'émission est disponible sur toutes les plateformes de podcast, notamment Spotify, SoundCloud, Deezer et Apple Podcasts.